Bonjour et bienvenue sur la partie 4 de cette formation complète Django. J'espère que vous allez tous bien. Commençons. Je rappelle que dans la partie 1, nous avons fait une brève introduction théorique au framework Django. Sur la partie 2, nous avons analysé et lu le cahier des charges professionnel de l'application Book Review qui consiste à publier et poster des critiques de livres. Ensuite, sur la partie 3, nous avons créé un schéma de base de données professionnelle, donc SQL. Après avoir lu et analysé le cahier des charges qui nous a permis de dégager notre schéma de base de données, nous allons maintenant créer notre environnement de développement. C'est parti. Afin de suivre les bonnes pratiques de développement, nous allons initialiser un repo GitHub pour ce projet. Donc, rendons-nous sur GitHub. Ensuite, on se rend sur l'onglet Repository. Nous allons créer un nouveau projet qu'on va appeler Formation Django. Donc description, on va mettre blog de critique de livres. Ensuite, le repository sera public. On va ajouter un fichier README. On va ajouter un gitignore. Donc on choisit le langage Python car le framework Django est basé sur le langage Python. Nous allons choisir une licence. Donc là, nous allons mettre la licence générale. Et ensuite, nous allons créer notre repository. C'est bon, notre repository est créé. Maintenant que notre repository a été créé avec succès, nous allons maintenant pouvoir le cloner pour pouvoir travailler en local dessus. Donc, pour le cloner, il suffit de cliquer ici sur l'onglet Code et ensuite sur HTTPS. Donc là, nous avons le lien qui va nous permettre de cloner le projet. On clique. Ensuite, on ouvre Visual Studio Code. Ensuite, pour aller plus vite, ici, j'ouvre une nouvelle fenêtre de Visual Studio Code qui est vierge. Et ensuite, je viens glisser le répertoire parent qui va contenir donc mon projet. Donc là, je glisse mon répertoire. Vous pouvez glisser par exemple le bureau ou peu importe l'endroit à partir duquel vous voulez développer votre code. Donc là, ici, maintenant qu'on est ici, on va faire git clone et on colle l'URL qui nous permet de cloner. Donc voilà, donc là, une fois qu'on a cloné, on voit bien le dossier formation Django qui vient d'apparaître. Nous allons nous rendre sur ce répertoire. Une fois qu'on est dans le répertoire, nous allons ouvrir Visual Studio Code dans ce répertoire afin de pouvoir développer sereinement dans ce répertoire. Voilà, nous avons maintenant réussi à cloner avec succès le repository. Nous allons maintenant pouvoir passer à l'étape suivante. Je rappelle que vous trouverez en description de cette vidéo le lien URL permettant d'accéder au repository qui vous permettra ensuite de le cloner. Pour faciliter aux personnes de suivre le fil de progression de cette formation Django, nous allons créer une branche par vidéo. Donc je rappelle que pour la partie 1, c'était uniquement de l'introduction, donc il n'y avait pas de fichier particulier à intégrer au repository. En revanche, sur la partie 2, nous avons vu le cahier des charges. Intégrons maintenant le cahier des charges. Pour ce faire, créons une nouvelle branche, partie 2, donc git checkout-b. Je rappelle que la commande git checkout-b permet à la fois de changer de branche, mais aussi de la créer. Donc, partie 2. Voilà. Donc là, on voit que nous avons été switchés sur la partie 2 et que nous l'avons créée par la même occasion. Donc là, sur la partie 2, c'était la partie cahier des charges. Donc nous allons rajouter le cahier des charges au projet. Donc je vais récupérer mon cahier des charges pour pouvoir l'intégrer au projet. Je le renomme car le nom n'est pas très clair. Donc maintenant, je l'indexe. Hop. Je fais un commit avec un message de commit clair. Ensuite, je fais un push. Maintenant que ma branche partie 2 a été créée et mise à jour, nous allons revenir sur la branche main, puis faire un merge.
rappelle que l'argument noFF permet de préserver en fait l'historique donc de la branche partie 2. Voilà, donc là nous avons réussi notre merge. Donc nous allons nous rendre sur le repository pour voir si la branche partie 2 a bien été créée avec succès, mais qu'aussi notre branche main est à jour. Donc là nous nous rendons sur la partie 2. Donc là nous voyons bien que la partie 2 contient bien le cahier des charges. Et si on revient sur la branche main, on voit bien également... Ah. Oui, car j'ai oublié de faire le push. Voilà. Donc là, on revient. Voilà, donc pour reprendre ici sur notre partie 2, c'était tout bon, il y a bien notre cahier des charges. Maintenant, allons sur la branche main. Et notre branche main est bien à jour. Donc, c'est tout bon pour la partie 2. Intégrons maintenant la partie 3, c'est-à-dire le schéma de base de données. Donc, commençons tout d'abord par créer une branche partie 3. Donc, getCheckout-b partie 3 à partir de la branche main. C'est tout bon. Donc là, on va chercher notre schéma de base de données créé précédemment. Et on vient l'ajouter au projet. Voilà. Donc là, on va garder le nom. Schéma de base de données, diagramme UML. On va juste enlever peut-être... Non, on va garder draw.io, comme ça on saura où on l'a fait. Donc là, on va l'indexer. Hop. On va faire un commit. Toujours avec un message de commit clair. Donc on va mettre database schéma, donc base de données en anglais, add. Ensuite, un git push origine partie 3. Repassons maintenant sur le main. Faire un git merge. Et donc vérifions maintenant notre repository si il est bien à jour. Donc si la partie 3 a bien été intégrée avec le cahier des charges et le diagramme UML et que la branche main est bien à jour. Donc là, nous voyons que la partie 3 contient bien le schéma de base de données en plus du cahier des charges. Et si on revient sur notre branche main, on voit bien que la branche main est à jour et qu'elle contient bien le cahier des charges plus le schéma de base de données. Plaçons-nous maintenant sur la partie 4 pour pouvoir créer notre environnement virtuel. Donc pourquoi créer un environnement virtuel? Tout simplement pour pouvoir isoler les dépendances. Donc pour créer un environnement virtuel, il faut tout d'abord vérifier si Python est bien installé sur notre machine. Donc avec la commande python-version. Voilà, donc là on voit bien que je dispose bien de Python version 3.10.11. Vérifions si pip est également installé. Donc pip permet d'installer les dépendances. Donc voilà, on voit bien que je dispose de Python et de pip. Si ce n'est pas le cas pour vous, donc vous pouvez vous rendre sur le site de Python et l'installer via ce lien. Créons maintenant notre environnement virtuel via la commande python-m venv-env. Donc env ici sera le nom de notre environnement virtuel. Si vous êtes sur Windows, cette commande fonctionnera. Si vous êtes sur Linux, vous aurez probablement à ajouter ici un 3, car ce sera Python 3. Donc là, ça mouline un petit peu. Voilà, on voit bien que notre environnement virtuel ici a été créé et qu'il est bien grisé. Donc c'est-à-dire qu'il fait partie des git ignore, car la bonne pratique fait que l'environnement virtuel ne doit pas faire partie du repository.
maintenant que l'on a créé notre environnement virtuel, il est nécessaire de l'activer. Donc pour l'activer, il faut tout simplement mettre le chemin vers celui-ci. Donc sous Windows, ça sera env/script/activate. Et sur Linux, ça sera plutôt ça. Donc ça sera source, donc env bin activate. Voilà. Et quand vous aurez activé votre environnement virtuel, vous devriez voir apparaître dans la console, donc le nom de l'environnement virtuel, comme ici, c'est bien env. Procédons maintenant à l'installation de nos dépendances. Donc là, on va faire un pip list. Donc pour lister les dépendances installées dans l'environnement virtuel. Donc là, on voit qu'il n'y a aucune dépendance, si ce n'est pip et setup-tools qui sont présents par défaut. Et notre console nous informe également que pip n'est pas à jour. Donc là, on va le mettre à jour. Donc tout simplement en copiant cette ligne de commande. Donc c'est une bonne pratique de mettre pip à jour. Une fois que l'environnement virtuel est activé et que pip a été mis à jour, nous allons pouvoir maintenant installer nos dépendances. Donc pour ce faire, créons tout d'abord un répertoire qui s'appelle Requirements. Dans ce répertoire, créons un fichier dev.txt. Hop. Ensuite, listons les dépendances que l'on va avoir besoin. Donc on aura besoin de Django, on va avoir besoin de Pillow pour gérer les images, de Django Bootstrap 5, qui va nous permettre de gérer le design et notamment les formulaires, et Python.env, qui va nous permettre de gérer les variables d'environnement dans le projet. Écrivons maintenant la ligne de commande qui va nous permettre d'installer toutes ces dépendances en une seule fois. Donc pip install-r. Donc je rappelle que le fichier listant les dépendances est dans le dossier requirements .dev.txt. Donc là, ça mouline un petit peu, c'est normal car il y a plusieurs librairies à installer. Donc là, ça nous informe que tout a été installé avec succès et qu'il n'y a pas eu d'erreur. Donc faisons maintenant un pip list pour faire le distinguo avec le départ. Voilà. Et là, ici, on peut voir que pas mal de librairies ont été installées, donc, dont Django, Django Bootstrap 5, Pillow, donc Python.env. Voilà, donc on a bien toutes les librairies que l'on souhaitait voir apparaître sur notre projet. Continuons maintenant sur les bonnes pratiques de développement Python et générons le fichier listant les dépendances avec leur numéro de version. Donc pour ce faire, nous avons besoin juste de cette ligne de commande, donc pip freeze, avec le symbole de l'export, et nous allons l'exporter dans notre répertoire requirements. Cette fois-ci, appelons notre fichier dev_freeze, donc c'est-à-dire qu'il va contenir les numéros de version et .txt. Voilà, donc notre fichier dev_freeze.txt vient d'être généré, et si nous le comparons, donc là, nous voyons bien que la liste de droite est un peu plus longue que la liste de gauche, car en plus de Django, donc pip a installé des dépendances qui sont nécessaires à Django pour fonctionner. Et en plus, on voit ici les numéros de version. Donc ce fichier sera très pratique aux développeurs, donc pour reprendre par exemple le fil de ce projet en disposant de la même version des packages installés que moi. Voilà. Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai tenu à créer ce répertoire requirements, car j'aime avoir le fichier dev.txt qui est un peu plus épuré et qui liste uniquement les dépendances que moi j'ai voulu installer, mais j'aime également disposer du fichier dev_freeze qui va bien sûr lister les numéros de version des dépendances ainsi que toutes les dépendances liées aux dépendances elles-mêmes. Voilà, donc ces deux fichiers sont assez importants à avoir dans un projet pour pouvoir faire évoluer ce projet par la suite. Nous arrivons maintenant à la fin de cette partie 4. Donc pour rappel, nous avons créé un environnement virtuel, puis ensuite installé toutes les dépendances liées à notre projet. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Je vous remercie et je vous dis à bientôt sur une nouvelle vidéo. A plus.